Donc, bienvenue chez Indigo et bienvenue sur Indie Club. Donc, Indigo, c'est la nouvelle école de Maria School, la quatrième école de Maria School, c'est l'école de la responsabilité. Et moi, donc, je suis Marine, la fondatrice de Indigo. Donc, Indigo, l'objectif, c'est d'intégrer plus de responsabilités sociales et environnementales dans les métiers de chaque collaborateur. Et avec Indie Club, ce qu'on essaye de faire, c'est au moins une fois par semaine, faire intervenir et inviter un expert d'un sujet de la responsabilité qui va pouvoir nous parler de son expérience, de ce qu'il a appris, de sa théorie, avec pour objectif du coup qu'on puisse vraiment partager nos bonnes pratiques, partager nos expériences et surtout créer une communauté qui soit plus forte pour essayer de faire bouger les choses de l'intérieur au sein de son métier et au sein de son entreprise. Donc, cette semaine, nous avons la chance d'avoir Gabriel. Oh, pardon, excusez-moi. Première chose, avant de présenter Gabriel, je vais vous demander, vous, qui êtes-vous? Donc, si vous pouvez mettre un petit message dans le chat pour nous raconter qui vous êtes, ce que vous faites, est-ce que vous êtes content d'être là voilà, un petit mot pour qu'on sache qui sont nos participants, c'est top. Ça nous permet un peu de comprendre mieux comment on a réussi à vous toucher et à vous faire connaître Indigo. Et ensuite, on attaque. Alors, on a Sébastien qui est entrepreneur dans le secteur Internet, intéressé par les questions environnementales. Super, bienvenue. Rachida qui est consultant, c'est ça, je peux voir. Flavie, responsable communication, intéressée par la com responsable. Aude, heureuse d'être là. Salut Aude, je prends le démarrage de la finance d'entreprise et RSE, pareil que Flavie. Alors, Aude, qui est parmi nous, sera une invitée a priori pour fin juillet. Donc voilà, elle va du coup faire un sujet sur, en effet, la collaboration fine entre direction financière et direction RSE. Et Mathilde, qui est aussi dans la communication. Eh ben, super. Bon, alors, on attaque. Et on attaque avec la présentation donc, de Gabriel. Alors, pour information, Gabriel, je l'ai rencontré il y a plusieurs mois. Et c'est ce que je disais un petit peu dans la présentation qu'on a faite pour publier cet événement. C'est que Gabriel, quand je l'ai rencontré, donc, il a seulement 27 ans. Et pourtant, je pense que c'est une des personnes que je connais qui est le mieux intégrée dans le réseau de tous ceux qui réfléchissent et qui travaillent dans la responsabilité sociale et environnementale. Il a bossé du coup 2 ans en tant que coordinateur au cercle de Giverny. Et c'est lui, j'adore parler avec lui parce que c'est lui qui me raconte à chaque fois ce qui se passe, là où il y a du greenwashing, là où il faut faire attention, essayer de prendre un peu de recul sur les choses et sur les entreprises, la façon dont elles procèdent. Et très intéressant, il est hyper investi parce que il prône la décroissance prospère. Vaste programme. Et donc, du coup, je laisse Gabriel en parler parce qu'il en parle mieux que moi. Ah, Marine, merci beaucoup en tout cas pour ce portrait élogieux. Euh, alors en effet, moi, ça fait 3 ans, on va dire, que je suis dans les enjeux RSE, sachant que je m'intéresse à l'écologie depuis beaucoup plus longtemps. Mais en fait, du coup, donc, j'ai fini mes études par un stage au Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire au ministère de l'écologie. Et c'était un peu le début de la RSE, on va dire un peu gouvernementale, avec Christophe Itier. Et il avait mis en place une initiative qui s'appelle 10% pour tout changer. Et donc l'idée, c'est de réunir des entreprises engagées et ainsi en fait arriver à 10% et faire tomber toutes les entreprises dans la RSE. Alors bon, l'initiative n'était pas forcément un succès, mais c'était assez intéressant. Et ensuite de ça, j'ai rejoint du coup le forum de Giverny, qui est un forum sur la RSE, et j'avais été à l'initiative, à la création du cercle de Giverny, qui est un think tank qui rassemblait du coup l'idée de ce think tank, et je pense que c'est une dimension importante de la RSE, on va y revenir, c'est l'idée de réunir et des entreprises et surtout des parties prenantes qui n'ont pas forcément le même avis. Donc des assos comme vous connaissez le Shift Project, des chercheurs, des acteurs du territoire
et voilà, et faire réfléchir tous ces gens-là. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans au cercle de Giverny et on faisait ça. Du coup, il y avait des grosses boîtes, il y avait L'Oréal, Kering, Sanofi, etc., ADP, et on remettait des propositions à la puissance publique. Donc, j'ai fait ça 2 ans. Et ensuite, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de créer une asso, en effet, sur la décroissance prospère. Je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, j'ai fait ce cheminement. Et du coup, voilà. Et du coup, oui, on organise aussi des conférences, si ça vous intéresse, au canot. C'est pas tant sur les RSE que sur la décroissance, mais bon, on fait intervenir des directeurs RSE parfois, notamment Fabrice Bonifay, qui est directeur RSE de Bouygues et qui est très investi sur ces enjeux. Et donc, du coup, j'ai choisi de faire 4 sujets. On va en parler aussi avec Marine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On va faire 4 sujets qui sont assez, voilà, c'est assez global, etc. Et ça progresse un peu. Voilà. Alors, euh, Marine, je commence du coup. Tu avais des questions? Non, non, vas-y, tu peux y aller. Je disais, je voulais juste insister sur le fait que, oui, moi j'ai déjà vu Gabriel qui est un très bon orateur et qui sait animer les foules. N'hésitez pas à suivre ses actualités sur LinkedIn pour aller le voir au pavillon des canaux. Voilà, merci. Et du coup, sur la première chose, c'est repenser la place de la RSE dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment qui m'a frappé au tout début quand j'ai commencé à bosser au cercle de Giverny, parce que toutes les entreprises sont pas au même niveau de compréhension. Mais bon, la RSE au départ, c'est beaucoup lié au développement durable et c'est un enjeu, bah, vous le savez, je pense que vous êtes là, mais c'est avant tout au début un enjeu de communication. Donc l'idée, c'est qu'on va faire des activités d'entreprise qui vont être rentables financièrement, qui vont potentiellement et même quasiment à chaque fois avoir des impacts naturels ou des impacts sur les individus, et bien souvent les deux. Et donc finalement, la RSE, à ce moment-là, dans les années 90, on va dire, arrivait un peu en aval. Et du coup, en fait, ça servait plus à donner une sorte de message qui rendait ça possible, qui rendait ce genre d'activité acceptable. Ou sinon, c'était un peu, et ça continue toujours aujourd'hui, et je pense que c'est un grave problème, c'est tout ce qui est compensation. Par exemple, la compensation carbone, qui est quelque chose encore beaucoup fait. C'est-à-dire qu'on va aller polluer un lac dans tel territoire donné en France, par exemple, et ensuite, on va aller investir pour planter des arbres au Nicaragua, en disant, bon, bah, alors voilà, l'un dans l'autre, ça permet de compenser. Bon, ça, c'est de la RSE qui, pour moi, c'est de la communication. Et le problème, c'est que ça ne va pas du tout changer la stratégie globale de l'entreprise. C'est séparé des autres activités. Et ça, c'est une vision de la RSE qui est assez datée, qui continue malheureusement pas mal, mais qui, bon, est sur le point de, je pense, de disparaître. Et donc, c'est pour ça qu'au cercle de Giverny, on avait essayé de pousser une autre idée qui n'est pas hyper répandue, mais qui commence quand même à faire son chemin, qui s'appelle la RSE systémique. Donc, l'idée de la RSE systémique, c'est une RSE qui n'est pas portée, du coup, comme je le disais, par le département de la communication, mais qui plutôt, finalement, va influer la stratégie globale de l'entreprise. Et ça veut dire que la RSE doit être représentée dans les instances dirigeantes au COMEX, premièrement. Deuxièmement, cette RSE doit être transversale, donc tous les secteurs d'activité de l'entreprise, y compris les secteurs qui paraissent parfois très loin de ça, comme la finance, par exemple le directeur juridique, doit prendre en compte les enjeux RSE dans toutes ses décisions forcément. Et ça, c'est quelque chose d'assez frappant. Quand on regarde des entreprises, on regarde où est le directeur RSE et on se rend vite compte de quelle est la place de la RSE dans l'entreprise. Par exemple, une entreprise comme L'Oréal, vous avez Alexandra Palt, qui est vice-présidente de la boîte, au COMEX, qui est en charge de la RSE. Et donc là, vous vous dites, bon, alors c'est le genre de boîte où la RSE a sa voix au chapitre et peut influer la stratégie globale. Bon, après, je ne vais pas les citer, mais il y a d'autres entreprises où la RSE est cantonnée qu'à la communication. Et là, c'est quand même souvent un très mauvais signal. Donc voilà, donc c'est ça cette RSE systémique. Et la dernière chose, et ça on y reviendra plus tard, c'est que cette RSE systémique fait intervenir les parties prenantes de l'entreprise dans les processus de décision. Donc ça, voilà, c'est un petit peu, si j'ose dire, ce qui peut construire une RSE systémique. Après, on peut trouver plusieurs applications concrètes dans une entreprise, donc j'en ai listé quelques-unes. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder les rapports du cercle de Giverny qu'on avait produits en 2020-2021, qui vont un peu plus loin dans les propositions que je fais. Déjà, par exemple, une RSE systémique va s'appliquer à la politique des transports de l'entreprise. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la mobilité soutenable. Donc, c'est faire en sorte, par exemple, que chaque employé ait une sorte de compte carbone et voir en fait qu'il ne pollue pas trop en venant. Et ça implique que l'entreprise va changer sa politique de transport, quand bien même c'est pas forcément rentable. Par exemple, elle va investir énormément dans les véhicules électriques plutôt que dans d'autres types de véhicules pour la flotte de transport. Ça, c'est un exemple où elle va évidemment essayer d'installer en fait ces nouveaux entrepôts, par exemple, proches en fait de transports en commun préexistants. Donc ça, c'est pour les mobilités. Ensuite, sur les territoires, donc un des problèmes de la RSE parfois, c'est qu'elle est trop au niveau macro et qu'elle ne s'intéresse pas forcément au territoire. Or, une entreprise qui veut être pérenne dans un territoire et qui veut être responsable, avant tout, c'est l'entreprise qui, en fait, finalement, va s'allier avec les différents acteurs d'un bassin d'emploi, d'un territoire,
donc les assos du coin, etc. Et les lycées du coin, pourquoi pas, pour aller présenter son activité. Donc ça, c'est au niveau territoire. Puis vous avez au niveau de la gouvernance, donc ce qu'on a vu dans certaines entreprises, notamment du CAC 40, c'est que ce qu'on appelle le salaire variable des dirigeants d'entreprise va être corrélé à l'atteinte d'objectifs personnels RSE. Donc on va dire au directeur juridique, on va très bien donner le directeur juridique n'est pas en charge de la RSE. Par contre, on veut minimum 40% d'investissement responsable avec tel label, ce qui permet de motiver. Et vous avez enfin la politique des achats responsables, qui là est très très importante. C'est l'idée finalement et là c'est sur la même chose, hein, c'est la question de la rentabilité versus la question de la responsabilité. L'idée qu'on va pouvoir faire parfois des achats qui sont plus onéreux, mais qui sont voilà auprès d'un artisan du territoire, de quelqu'un qui respecte plus les principes écologiques et sociaux. Donc voilà un peu comment on peut se déployer entre guillemets concrètement les RSE systémiques. Et elle se déploie aussi en termes de marketing. Alors le marketing responsable, c'est quelque chose qui commence à se développer, mais il y a pas mal d'écueils. Alors déjà, il y a ce qui est réglementaire. Donc il y a 2 ans, il y a eu la loi AGEC, qui commence à avoir les décrets ces derniers mois, la loi AGEC. Et cette loi, en fait, fait qu'aujourd'hui, une entreprise ne veut plus faire de publicité en mettant qu'elle est nette en carbone si c'est pas prouvé derrière. On pouvait le faire jusque-là, maintenant c'est plus possible. Donc déjà, d'un point de vue purement réglementaire, ça commence à être compliqué de faire du greenwashing de ce point de vue-là. Et vous avez vu, il y a Adidas qui a été attaqué en justice il y a quelques temps. Oui, Gabrielle, j'ai une petite question. Du coup, elle peut plus en faire si c'est pas prouvé, mais elle doit le prouver comment? C'est par une entreprise externe ou bien elle doit le prouver par elle-même? Alors, elle devrait par elle-même. Ça veut dire qu'en fait, après, en gros, elle peut être attaquée. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est montrer, je dis que je suis neutre en carbone parce que, et montrer mon entreprise, il faut faire un bilan carbone, en fait, tout simplement. Montrer que l'entreprise va émettre tant de carbone et dire, mais je fais telle activité qui permet de compenser ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, la compensation, pour moi, c'est pas l'idéal. On y reviendra plus tard dans notre raisonnement. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça que c'est. Et outre cet aspect, je dirais, réglementaire, il y a l'aspect, et ça, je pense que tous les gens qui sont ici en ont conscience, il y a l'aspect purement de communication vis-à-vis de l'extérieur. On connaît ce qui se passe sur LinkedIn, par exemple, avec Pour un réveil écologique, avec Perle de greenwashing, tout ça. En fait, on a de plus en plus de publicités qui reprennent les codes de la décroissance, les codes de la sobriété. Je pense par exemple à des pubs de voitures. On vous montre pendant les 2 tiers de la publicité une famille dans un cadre idyllique, avec plein d'arbres, ils jouent dans le jardin. Et puis à la fin, tu vois un peu la voiture qui te permet d'aller jusque-là. Bon, bah ça, c'est des pubs qui ne sont pas interdites, mais qui sont très décriées par les internautes, qui font souvent l'objet de moqueries, qui marchent peut-être encore, mais je pense que ça marchera pas longtemps. Et surtout, en fait, un des gros arguments qu'on avait pour parler de RSE systémique aux patrons des grosses boîtes et pour leur dire, écoutez les gars, il faut y aller, c'est de dire dans tous les cas, la réglementation, elle va rattraper ça. Donc l'idée, c'est d'être d'autant plus quand on fait du marketing, d'autant plus responsable maintenant, se poser toujours ces questions-là. Est-ce que c'est transparent ce que je mets parce que dans tous les cas, ça va être critiqué et dans tous les cas, la réglementation va vous rattraper. D'accord. Donc du coup, si je récapitule, pour toi, là, les entreprises, elles vont plus avoir le choix. Il faut qu'elles mettent la RSE au centre de leur stratégie, d'un point de vue réglementaire d'abord, mais aussi éthique, parce que le consommateur, en fait, ne va plus accepter ce qu'il acceptait auparavant. Voilà, le consommateur l'accepte plus. Et même, je disais, en fait, d'un point de vue réglementaire, tout simplement, dans 5-10 ans, même avant, quand il commencera à avoir des graves problèmes écologiques, des crises sociales, etc., je pense qu'il y aura une réglementation beaucoup plus dure. Et donc, sur ces enjeux. Et donc, les entreprises, en fait, qui ont pris du retard, qui se sont cantonnées à faire le strict minimum, probablement, elles ne seront pas très compétitives dans le monde futur. D'accord. Alors que celles qui sont en avance, elles ont plus de chances, je pense, de perdurer. Et voilà, du coup, pour cette première partie. Je ne sais pas si vous avez un peu des questions ou si on peut passer à la seconde. Alors n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas redit, mais évidemment, vous pouvez complètement poser des questions dans le chat. C'est ça qui rend l'échange interactif et qui est très intéressant. Pas de questions de mon côté. Eh bien, merci Flavie, on continue. Hop. Alors top. Du coup, deuxième point qui va être assez court celui-là, c'est le rôle crucial des parties prenantes. Donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, c'est un des pans finalement de ce qu'on appelle la RSE systémique, mais qui est un pan qui est particulièrement important. Et le premier point, ça va être l'idée d'associer les parties prenantes à la surveillance finalement de la mission ou de la raison d'être. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont dire, bon bah ok, je suis une entreprise, je fais de l'argent, mais surtout, je suis utile à la société parce que j'ai telle raison d'être ou j'ai telle mission. Et donc, on peut associer les parties prenantes à cette surveillance. Alors, on peut le faire de manière informelle, c'est ce que font la plupart des entreprises.
Donc en fait, elles vont créer des sortes de, voilà, de comités de surveillance en faisant venir encore une fois des parties prenantes, des assos, des jeunes talents, des points réveil écologique, des Ah, choses comme ça. est-ce que tu peux nous redire d'abord ce que ça signifie pour toi partie prenante? Oui. Alors les parties prenantes, c'est l'ensemble des entités qui constituent l'écosystème de l'entreprise. Donc c'est une vision particulièrement large. Donc dans l'entreprise, vous avez bien sûr donc les dirigeants, les actionnaires, les salariés, c'est des parties prenantes. Mais vous avez des parties prenantes externes. Vous avez bien sûr les consommateurs. Vous avez les investisseurs. Vous avez les ONG, les assos qui surveillent ce que font votre entreprise. Vous avez les pouvoirs publics. Voilà. Donc c'est tout cet écosystème-là. On va dire que à l'ancienne, la RSO s'occupait surtout de la partie investisseur et de la partie actionnaire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est obligé, enfin, moi je pense que c'est une bonne chose, hein, de prendre en compte l'avis de toutes ces parties prenantes. Et donc, je le disais, il faut au maximum les associer à la surveillance de la mission de l'entreprise ou de la raison d'être. Ça, on peut le faire de manière informelle quand on est voilà, quand on n'est pas très en avance. Donc, on fait venir ces gens-là de manière un peu informelle dans des comités et ils vont un peu challenger ce que propose la stratégie globale de l'entreprise. Ça, c'est la première étape. Et après, l'étape plus forte, et vous la connaissez, je pense, celle de la loi Pacte. C'est l'idée de devenir entreprise à mission. Ça, il y a assez peu d'entreprises qui le font, mais je pense que c'est évidemment, encore une fois, un modèle du futur. Et peut-être que dans 10 ans, ce sera même obligatoire de l'être, à partir d'un certain nombre de salariés. Ça, je dis ça, bon, c'est possible. En tout cas, je pense que ça va vers ça. Et là, du coup, l'idée, c'est qu'il y a un comité de surveillance qui est formé par les parties prenantes et qui, là, pour le coup, a un vrai pouvoir. Ça veut dire que si l'entreprise ne respecte pas sa mission, par exemple, je sais pas, moi, agir pour la biodiversité dans le département, préserver les zones, si elle ne le respecte pas, alors les parties prenantes, dans ce comité, peuvent attaquer l'entreprise qui va perdre sa qualité de société à mission. Voilà. Donc ça, c'est associé à la surveillance, finalement, de la mission. Alors, deuxième point pour les parties prenantes, et là, le Tu as grand exemple. des exemples d'entreprises où tu sais qu'il y a vraiment une interaction comme ça avec les parties prenantes? Oui. Bah, alors les entreprises phares, c'est par exemple la Maïf qui ont mis ça en place. Là, ils ont vraiment un comité de surveillance solide, c'est une société à mission. Et puis après, vous avez aussi le groupe Rocher, qui est aussi société à mission, qui a un comité de surveillance qui travaille bien. Donc voilà, c'est un peu ces entreprises-là. Mais pour l'instant, c'est assez faible. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises à mission. Sachant qu'en fait, l'étape raison d'être de l'impact, elle est intéressante, mais elle est avant tout déclarative. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comité qui peut vous attaquer si jamais vous respectez votre raison d'être. Voilà. Et le second point, c'est associer les parties prenantes à la. Ah, Marie, pardon. N'hésitez pas dans le chat, pardon, si jamais vous connaissez des gouvernances qui sont justement un peu atypiques ou dont on peut s'inspirer, n'hésitez pas à partager vos connaissances également pour tout le monde. Oui, Et tout à Suez, fait. à la direction d'aider, on avait régulièrement des réunions avec les parties prenantes. Ah ouais, ok. Super intéressant. Merci, Aude. Voilà, donc là, c'est le premier type, j'imagine, plutôt informel. D'accord, mais du coup, c'était juste pour s'occuper de la partie, ce qui est bien déjà, hein, mais pour s'occuper de la partie développement durable, du coup, mais pas pour toutes les activités de la boîte. Et voilà. Et la deuxième chose, c'est du coup associer les parties prenantes à la création du produit. Et là, pour le coup, Marine, tu vas être contente, j'ai un exemple concret. C'est qui le patron? Alors, c'est qui le patron? Vous connaissez peut-être la plupart. C'est assez connu quand même. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bon, ce qu'on va faire, c'est on va faire des sortes de. Et ça, je trouve ça génial hein, comme principe. C'est quelque chose qui gagnera à être repris dans plein de boîtes. En fait, ils ont fait des sondages auprès des citoyens en disant, bon, bah voilà, nous, en fait, on veut mettre des produits, mais vraiment des produits basiques. Au début, ils ont commencé par le lait. Ils ont dit, on va prendre des briques de lait. Et ils ont demandé aux consommateurs, bon, vous, citoyens, est-ce que vous êtes prêts à mettre 7 centimes en plus et en échange, vous avez du lait bio? Est-ce que vous êtes prêts à mettre 9 centimes en plus et en échange, le producteur a un salaire décent? Et en fait, par toute une série de questions comme ça en ligne, ils faisaient construire aux consommateurs le produit et les consommateurs, du coup, arrivaient à un prix et ils se rendaient compte de pourquoi ils payaient, bon, je dis au pif, hein, pourquoi ils payaient 1,11 €. Bah, ils payaient 1,11 € parce que dedans, il y a un salaire décent pour le producteur, donc un respect social. Et il y a un élevage des vaches, etc., qui correspond au cahier des charges bio. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, derrière, c'est qu'ils patron sans aucun marketing payant. C'est-à-dire qu'ils ont fait des articles de journaux, etc., mais ils n'ont pas payé des publicités sur Internet. Tous leurs produits ont explosé. Vraiment, je crois que leur brique de lait, maintenant, ça doit être dans les plus vendus de France. Parce que, en fait, les gens savent pourquoi ils payent le produit. Il y a une transparence. C'est même eux qui ont construit le produit.
Et ça, c'est hyper rassurant pour le consommateur parce que vous êtes même prêt à payer un peu plus le produit si vous savez pourquoi vous le payez. Si vous voyez un prix mais que c'est hyper opaque, vous vous dites bon bah d'accord, mais bon c'est du lait de basse qualité, les producteurs sont sous-payés et il y a une énorme marge qui va à l'entreprise. Bon bah là ça rend méfiant, c'est pas bien pour être dans la transparence. Et donc voilà, ça c'est l'exemple. Donc les associés à la conception du produit, ça je l'ai assez peu vu d'ailleurs encore, mais c'est topissime comme je trouve comme idée. Et enfin, voilà, bon, c'est un concept, j'ai passé hyper rapidement dessus parce que vous le connaissez sûrement, mais c'est celui de la citoyenneté d'entreprise. Et c'est l'idée d'associer ses salariés à la mission d'entreprise. Parce qu'un des problèmes, en fait, dans la définition de la raison d'être ou de la mission, c'est que parfois, c'est fait par le haut. Donc, ça va être fait par des cabinets de conseil externes qui vont parler finalement parfois qu'aux dirigeants. Et dans ce cas-là, finalement, c'est compliqué pour les salariés, pour les collaborateurs qui n'ont pas été associés dans la création de la mission, de se l'approprier. Et c'est pour ça que quand on crée les raisons d'être, etc., c'est d'autant mieux d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit impliqué dedans, puisse donner son avis. Première chose. Deuxième chose, dans la motivation des salariés, donc dans les modèles un peu à l'ancienne, on motivait beaucoup les gens avec des critères financiers, ce qui est toujours important. Hein. Mais aujourd'hui, et particulièrement chez les jeunes, il y a une attente, et c'est quelque chose qui, je pense, voilà, chez beaucoup de jeunes peut être perçu comme très positif quand on arrive dans une boîte. Si ton manager te dit, écoute, je veux que tu aies 10 entreprises, 10 nouveaux partenaires, etc. par an, bon, ça c'est un peu ce qui se faisait à l'ancienne. Bon, on peut dire ça, on peut dire aussi, j'aimerais bien que on ait tel résultat en termes de lutte contre la déforestation, etc. Et donc, en fait, motiver le salarié par finalement des objectifs non financiers, sociaux, environnementaux. Et ça peut s'inclure parfaitement dans une raison d'être, déjà, pour l'ensemble de la boîte. Et puis, les gens se sentent investis, quoi. Ils voient qu'ils ont un sens de leur métier. Et même, ils sont, voilà, c'est des objectifs qui peuvent être ensuite rémunérés pour le salarié, mais qui ne sont pas purement en rentabilité financière. Voilà. C'est le rôle un peu des indicateurs clés et qui pourraient être justement regardés avec chaque employé, chaque collaborateur dans ses objectifs à atteindre. Aujourd'hui, dans ce qu'on entend, il y a la raison d'être de l'entreprise, tout le monde est aligné avec ça, mais après, ça ne se traduit pas concrètement dans les indicateurs clés qui sont regardés par le collaborateur à chaque trimestre. C'est ça. Coup, et là, c'est vraiment au niveau du manager, en fait. C'est que le manager se dise, bon, bah, je vais essayer de le motiver avec autre chose que purement des objectifs financiers. Et du coup, pareil, tu as un exemple d'entreprise qui est un peu exemplaire sur ça, qui a intégré vraiment ces indicateurs-là auprès de ses employés? Je sais pas, je sais que Kering, ils sont très en avance sur ce genre de sujet. D'accord. Ouais. Après, c'est une entreprise qui a une direction RSE très forte et qui arrive à beaucoup à imposer ses thèmes dans le reste de l'entreprise. Donc voilà. Et donc, bon, là, c'était les deux premiers sujets. On va passer au troisième sujet. Alors là, du coup, les deux premiers, c'était un peu RSE. Bon, là, on va passer un peu à vitesse supérieure. Donc, c'est la triple performance. Alors, du coup, donc, comme je le disais, moi, j'ai bossé un peu dans la RSE. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai rencontré plein de gens très motivés. Mais en fait, la raison pour laquelle je suis allé vers tout ce qui était décroissance, tout ça, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on voit un écueil, selon moi. Hein. L'écueil, c'est que les entreprises, donc elles peuvent faire plein de RSE, c'est super, mais dans tous les cas, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on mesure toujours la performance en termes financiers. Ça veut dire qu'une entreprise va être jugée dans les cours de bourse, par les investisseurs étrangers, sur sa capacité à avoir une performance financière qui va d'année en année. Et ça, c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, y compris des gens assez haut placés en RSE, qui me disaient, bah, on peut faire plein de choses, mais au bout d'un moment, on va heurter la performance financière. Et un des exemples, bon, c'est pas la seule raison de son départ, hein, mais c'est ce qui s'est passé chez Danone, où ils sont devenus entreprise à mission. D'ailleurs, il me semble que c'était la première entreprise de cette taille au monde à devenir entreprise à mission. Emmanuel Faber a mis en place quelques programmes, par exemple le fait d'aller prendre le lait des petits producteurs, etc., ce qui était mieux d'un point de vue social et environnemental, mais pas forcément au niveau performance financière. Et donc, il y a des investisseurs étrangers, c'est des fonds en Amérique du Nord notamment, des fonds activistes, qui n'ont pas du tout apprécié le fait que la performance financière baisse, et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles il a été remercié et remplacé. Et donc, c'est là qu'on voit l'écueil. On se dit, comment une entreprise finalement peut vraiment agir pour l'écologie et le social si jamais elle est liée à la performance financière. Et ça, c'est une question de comptabilité finalement. Et ça, c'est hyper intéressant. Bon, je vous enverrai, ou Marie, on pourra vous envoyer les documents là-dessus parce que le sujet est très large, mais je vais essayer de le résumer rapidement. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une comptabilité qui, en gros, valorise le capital financier et qui considère
les capitaux naturels et sociaux, en gros la nature et les employés, comme des charges. Et ces charges, il faut les baisser pour faire monter le capital financier. Et ça, bon, aujourd'hui, ça paraît naturel, hein, parce que ça, on fonctionne comme ça, mais ça a été un choix politique. En fait, bon, c'est long l'histoire, mais bref, au XVIe siècle, à Florence, il a été choisi qu'on travaille comme ça. Et du coup, pour moi, c'est un vrai problème parce que ça empêche un vrai changement du système. Et il y a des gens, et je crois, Marine, que tu reçois bientôt Hervé, non? Dans le séminaire. Exactement, Hervé sera avec nous le 5 juillet. Voilà, bon, il en parlera beaucoup mieux que moi, mais je vais lui faire une petite introduction. Et du coup, il y a des chercheurs, des comptables, dont Hervé, qui poussent un nouveau système qui s'appelle la comptabilité multicapitale, où finalement, on va mettre dans ce qui faut faire fructifier les capitaux naturels et sociaux. Et donc là, ça changerait tout. Parce que du coup, la performance de l'entreprise serait basée non pas seulement sur l'atteinte d'une performance financière, mais surtout sur l'atteinte d'objectifs sociaux et environnementaux qui lui sont propres. Par exemple, une entreprise, je vais vous donner un exemple. Par exemple, ils ont fait Ferme d'Avenir. Je ne sais pas si vous connaissez Ferme d'Avenir. C'est une entreprise dans l'agroécologie. Et donc, c'est une entreprise qui finalement va planter des choses, etc. Mais en faisant ça, ils vont appauvrir les sols. Et donc, quand ils appauvrissent les sols, finalement, ils vont contracter une dette écologique vis-à-vis de la nature. Ça veut dire que quand ils sont arrivés, le sol, on va dire, il était à 100%. Bah, après 4-5 ans d'agriculture, etc., quand bien même c'est une agriculture qui serait très respectueuse, le sol va passer à 80%. Et du coup, là, ils ont 20% de dette écologique. Et là, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise pour rembourser la dette écologique? Elle doit investir dans ce qu'on appelle un budget de préservation. Donc, un budget de préservation, c'est un budget qui va payer des cabinets qui vont régénérer les sols et permettre au sol de retrouver sa vigueur d'avant. Et c'est là que vous voyez la différence avec la compensation dont on parlait tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on peut pas, c'est pas on donne de l'argent pour planter des arbres à l'autre bout du monde. C'est on va régénérer à l'endroit où on a fait le dégât environnemental. Et quand on réfléchit comme ça change tout. Parce qu'une entreprise, j'en sais rien, moi qui travaille dans les énergies, par exemple, si jamais elle a un projet où elle va polluer énormément un lac ou une réserve naturelle, bon, pour pas la citer par exemple Total en Afrique, si jamais ils vont polluer énormément certains champs, etc., certaines réserves naturelles, dans une comptabilité multicapitale, c'est quelque chose qui peut même pas se faire. Parce que ce serait tellement coûteux en termes de dette écologique que l'entreprise n'arriverait jamais à rembourser ce qu'il faut pour régénérer le territoire. Sauf que bon, pour l'instant, c'est quelque chose qui est, enfin, Hervé vous le dira, c'est quelque chose qui commence à être expérimenté, qui je pense est un modèle forcément du futur, mais qui pour l'instant voilà, est assez minoritaire, mais ça commence à se développer. Mais c'est très compliqué pour les entreprises, et ça se comprend, parce qu'en fait, les normes de comptabilité sont internationales. Oui, c'est ça, c'est qu'en ce moment, et on en reparlera avec Hervé la semaine prochaine, hein, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver une norme internationale, et donc du coup, il y a même une sorte de guerre entre les États-Unis, l'Asie et l'Union européenne pour savoir qui va imposer la nouvelle norme. Enfin, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle norme et qui l'imposerait? Donc, on est assez aligné sur le fait que c'est pas demain qu'on aura quelque chose de hyper normé pour l'ensemble du monde, quoi. Oui, ça paraît compliqué, d'autant plus que pour l'instant, en fait, les normes comptables, elles sont édictées aux États-Unis, et puis on les reprend au niveau européen, plus ou moins telles quelles. Et or, aujourd'hui, il y a des discussions au niveau européen sur est-ce qu'on continue comme ça à reprendre les normes américaines alors que ça ne correspond pas forcément parce que nous, on était plus durable, plus responsable, tout ça, ou est-ce que nous, au niveau de l'Union européenne, on édicte nos propres normes comptables. Et donc, il y a une grosse bagarre là-dessus. Voilà. Mais du coup, pour retourner au niveau de l'entreprise, quand tu dis passer à la vitesse supérieure et mesurer la triple performance, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour justement aller plus loin sur ce sujet? Dans ce cas-là, il faut qu'elle prenne souvent, en fait, les gens, bon, c'est une généralité, mais c'est parfois les directeurs financiers qui sont les moins renseignés. Donc, en fait, faire en sorte que les directeurs financiers se forment à ce genre de questions et voient leur investissement au niveau de ce prisme triple et Mmh. pas seulement au niveau de la rentabilité financière. Et ça, c'est un exercice compliqué qui demande le soutien notamment des dirigeants et des actionnaires. D'accord. Et quand je vais passer à la vitesse supérieure, c'est que je veux dire qu'une fois qu'on mesure la triple performance, ça devient impossible de faire du greenwashing. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que c'est un modèle du futur, parce que ce genre de modèle-là, il est très transparent et il permet finalement de rassurer toutes les parties prenantes. Alors, il y a celles qui sont un peu évidentes, hein, les consommateurs qui sont contents de prendre du durable, les associations écologistes, etc.
Mais aussi, et ça c'est nouveau, c'est les investisseurs qui s'intéressent de plus en plus à ça. Ouais, ouais, on le voit là que. Alors, mais c'est pareil, les investisseurs s'intéressent de plus en plus à ça, et en même temps, on a l'impression que il y a aussi beaucoup de greenwashing de ce côté-là, parce que il y a des labels qu'on comprend pas, qu'on finance. Il y a eu tout le scandale Orpea où en fait, qui avait une super note ESG, et pourtant on sait comment ça a fini. Enfin, du coup, pour Après, toi, une solution, ça serait de passer à la triple performance. exactement, voilà. Et ça, c'est quelque chose et en plus, encore une fois, c'est même une volonté de certains investisseurs parce que certains investisseurs, quand même, se disent, bon, est-ce que l'entreprise, elle va être pérenne? Est-ce qu'elle va être durable? Et pour qu'une Mm. entreprise soit durable, bon, bah, il faut que les salariés soient quand même bien traités, etc., qu'ils s'y sentent bien. Il faut que la nature que l'entreprise exploite pour ses activités, elle aussi soit régénérée, etc. Sinon, il y a peu de chances qu'elle soit durable. Là, il y a beaucoup d'activités, j'en sais rien, moi, le ski, ce genre de choses. Tu te dis, bon, est-ce que vraiment, si je suis investisseur, je vais investir maintenant dans une station de ski? Bon, d'un Mm. point de vue environnemental, ça paraît pas très, très, très judicieux. Donc, en effet, la triple performance permet de rassurer les investisseurs. Et pour la petite anecdote, tu as Larry Fink, qui est PDG de BlackRock. C'est 6 000 milliards par an, c'est le plus gros investisseur au monde qui investit dans plein de projets très nocifs pour l'environnement. Bah, même lui commence à dire qu'en gros, il faut passer à la vitesse supérieure et que l'État doit trouver des moyens de rendre ça plus crédible. Parce qu'en effet, comme tu disais, Marine, il y a aujourd'hui énormément de labels qui sont complètement greenwashing, qui n'ont rien à voir avec la régénération des sols, etc. Et même Larry Fink a dit ça, ce qui fait qu'aux États-Unis, il s'est fait traiter de woke, etc., enfin de gauchiste, par beaucoup d'entreprises américaines, du pétrole, etc. Voilà. Alors, on a une question de Aude qui, je te laisse la découvrir, Gabriel, qui dit que c'est le modèle CARE de Jacques Richard, il est super intéressant, mais que c'est difficile à déployer. Et en effet, euh, moi j'ai l'impression aussi que en théorie, c'est une très bonne idée, mais que finalement, si peu de gens le mettent en pratique, c'est quand même que on ne sait pas trop comment s'y prendre, quoi. Ah bah, tu as raison de le dire, Aude, en effet, c'est très très dur à mettre en place, que c'est très exigeant, etc. Et ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça veut dire, bon, Hervé vous le dira aussi, mais une petite entreprise, ça peut se faire. Une grosse, c'est très très dur. Parce que regardez tous les indicateurs de biodiversité, tous les indicateurs des sols, etc., sur un grand territoire, c'est hyper compliqué. Et en plus de ça, un des problèmes, c'est que dans CARE, vous êtes forcément en dette. Donc, forcément en Hmm. dette écologique. Et donc, toi, comme entreprise, pour communiquer dessus ensuite à l'extérieur, c'est très compliqué. Et donc, Ouais, c'est ça, c'est que, en fait, c'est hyper dur d'être le seul à utiliser ce modèle-là parce que le reste du monde ne va pas le comprendre de la même façon et du coup, c'est pas lisible par le reste du monde. C'est pas voilà. entendable. Et donc, un conseil autre peut-être, c'est que dans un premier temps, je crois, ça j'en parlait à Hervé, mais déjà au niveau complexité, tu as des différents niveaux et tu as un niveau qui n'est pas si complexe que ça. Et c'est l'utiliser comme outil de gestion à l'intérieur de l'entreprise, en interne. C'est-à-dire, au Mm. début, tu communiques pas dessus à l'extérieur parce que tu vas quand même pas communiquer de la dette, etc., à tes investisseurs. Par contre, tu peux former tes directeurs financiers à ça. Tu peux former les gens qui mesurent et tu peux commencer en interne à avoir cette comptabilité multicapitale, même si elle est simplifiée. Et comme ça, à chaque projet, tu peux te dire, bon, bah, alors tel projet, on voit qu'il est super rentable financièrement. Par contre, au niveau naturel et social, c'est terrible. Donc finalement, on va pas aller vers ça. Et je pense que CARE, dans un premier temps, ça peut être vu comme ça, comme un outil de gestion stratégique en interne qui permet en Mm. fait d'éviter des projets qui seraient trop négatifs dans un Et premier tu temps. connais, tu connais des communautés ou des gens qui l'ont appliqué, des entreprises qui appliquent ce système-là? Alors oui, alors là, si vous voulez vous renseigner, il y a la chaire de, je vais vous taper le nom dans le chat, chaire comptabilité écologique qui ont plusieurs partenaires, comme par exemple les VMH, etc., qui font exactement ce que je raconte. Ça veut dire que, bon, j'entends pas beaucoup de communication dessus pour l'instant, mais très probablement ils travaillent dessus en interne. Et ça leur permet d'avoir une vision beaucoup plus claire des projets qu'ils font. Donc je D'accord. pense que c'est ça, c'est ce premier temps-là. Et en effet, comme disait Marine, je pense qu'on va devoir attendre qu'il y ait une réglementation plus forte sur la comptabilité pour qu'on puisse communiquer en externe dessus. Voilà. Mm. Et ben Aude, bah, top du coup. Et franchement, c'est un service que tu rends à ton entreprise parce que c'est vraiment une méthode qui permet d'éviter le greenwashing pour des raisons voilà, très claires. Hein, c'est qu'on mesure les différentes performances. Et voilà. On passe à ton dernier sujet? Oui. Super. Hop. Et donc, la force du renoncement qui, je pense, est le point le plus important pour toi.
Oui, pour moi, c'est le plus important. Alors, je l'ai mis en dernier parce que c'est quelque chose. Bon, déjà, la comptable multicapital, déjà, ça appartient un peu au. Enfin, c'est nouveau. Alors, le renoncement, ça commence à arriver, mais ça reste quand même très nouveau. Finalement, c'est l'idée, et ça, c'est que les entreprises commencent à se rendre compte que on est dans un monde, ça paraît logique, hein, aux ressources finies. Voilà. Bon, après, il y en a qui rêvent de pouvoir aller chercher des ressources sur la Lune, sur Mars, au fond des océans. Mais bon, a priori, elles sont plutôt limitées, hein, finies. Et du coup, l'idée qu'on puisse avoir une entreprise qui a un modèle de croissance éternelle et perpétuelle, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, genre toutes les entreprises, en tout cas avant, rêvaient de ça. Et ben aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus possible. Ça veut dire que cette idée de croissance éternelle, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et donc finalement, il y a un barrage physique, si j'ose dire, à ça. Et ça, il y a plusieurs personnes qui font le constat, et pas forcément pas que des gens des ZAD. Hein. Je vous invite à lire des textes de Fabrice Bonifay, qui est le directeur de développement durable de Bouygues, qui a écrit pas mal sur ces sujets de post-croissance, de décroissance. Il a même fait une vidéo que je pourrais vous communiquer si vous voulez dans mon asso sur la décroissance, où il explique tout simplement que bon, il y a moins de matériaux qu'avant, etc. Et donc, il faut commencer à réfléchir à des nouveaux business models qui sont toujours rentables pour l'entreprise, mais qui se basent plus sur une croissance de la production. Et les entreprises qui ont un modèle purement basé sur je me fais de l'argent en produisant de plus en plus et en vendant de plus en plus, il y a un moment, ça va plus être possible. Tout simplement qu'il y aura plus assez de matériaux, ou il en restera, mais il y aura de la tension autour des matériaux. Là, on voit ce qui se passe en Ukraine, par exemple. On va imaginer si un jour il y a un conflit, par exemple à Taïwan, entre la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, et qu'en Europe, on n'a plus accès aux matériaux chinois. Je pense aux terres rares, par exemple, qui produisent les téléphones. Ça va être très compliqué. Donc, réfléchir à des nouveaux modèles. Voilà. Et ça, c'est l'idée finalement du renoncement. Ah, pardon, Marie, vas-y. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu inentendable pour des entreprises de se dire on va arrêter la croissance, ça semble impensable. Ça, on serait même pas. Enfin, c'est signer son arrêt de mort, quoi. Alors, pour l'instant, c'est très compliqué, même s'il y a des entreprises qui commencent à y réfléchir. Et là, c'est des modèles d'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des entreprises en France qui ont des investisseurs à l'étranger, aux États-Unis, etc., qui vont regarder la performance financière. Et si vous n'êtes pas à 10% de marge par an, ils vont délocaliser en jugeant que c'est pas assez rentable. Et après, et là, je donne l'exemple encore une fois du groupe Rocher. Vous pouvez regarder un peu leurs résultats. Hein. C'est une entreprise finalement qui a un capitalisme, je dirais, plus familial, implanté sur le territoire en Bretagne, qui fait vivre des gens sur place, etc., qui n'ont pas la pression d'investisseurs au Canada ou je sais pas quoi. Et donc, pour ce genre d'entreprise, l'idée, c'est de viser la pérennité. Et la pérennité, ça peut être une stabilité. C'est pas forcément être en croissance, c'est de dire, bon, bah, jusqu'à tel moment, mon activité est arrivée à peu près ce qu'elle pouvait produire au maximum, etc. Et donc là, vous n'avez plus besoin d'être dans la croissance éternelle. Mais ça, en fait, ça dépend beaucoup des modèles de gouvernance. Et on se rend compte que c'est des gouvernances type, par exemple, les COP, où en fait, vous avez une partie du conseil d'administration qui est formée de salariés. Là, je peux vous dire que quand la moitié du conseil d'administration, c'est les salariés de tel territoire, ils vont pas délocaliser parce qu'il y a 3% de marge, quoi. C'est pas ça qu'ils visent. Ils visent la pérennité d'activité, pour la pérennité de leur salaire, pour la pérennité du territoire. Et donc, je pense que cette question du renoncement à certains projets de croissance, mais trop négatifs pour le territoire, etc., c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, mais qui doit s'accompagner d'un changement de gouvernance. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des gouvernances de l'étranger qui regardent que la performance financière. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as vu dernièrement, il y a Decathlon, je crois, qui a essayé de changer son modèle d'affaires et qui a proposé beaucoup plus de location ou de partage de produits. T'en penses quoi, toi, de ces entreprises qui essayent de changer un peu leur modèle? Alors ça, je trouve que c'est très positif. C'est l'exemple souvent phare, c'est Patagonia qui propose ses propres habits en décalage sur le site. Et c'est exactement ça, c'est l'idée finalement de donner des offres aux consommateurs qui soient, même si c'est moins rentable pour l'entreprise, soient plus responsables. Après, il faut faire attention quand même, je dirais, au consumérisme de ce type d'offre. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé pour Back Market, par exemple, Ouais, qui, le reconditionné. voilà, qui du coup vend un service qui apparaît en tout cas comme très vertueux, mais qui s'est fait attaquer dans la presse et par UFC Que Choisir pour pratique commerciale trompeuse. Et ça, on touche à deux grands thèmes qui aujourd'hui font, je pense, encore beaucoup de ravages. C'est le consumérisme. Donc c'est l'idée finalement qu'on va vendre aux individus l'idée qu'ils seront heureux si ils achètent beaucoup, plus, toujours plus.
Et ça, c'est très compliqué. Et ça rejoint l'idée de décroissance d'une entreprise, ou en tout cas une entreprise qui est plus en croissance. C'est l'idée qu'une entreprise qui, dans sa publicité, dans son marketing, continue d'encourager des achats qui sont pas utiles, etc., continue de faire de l'obsolescence programmée en faisant des téléphones qui tiennent qu'un an pour des raisons de rentabilité financière. Ça, c'est des pratiques qui sont écologiquement désastreuses. Et, Mais du quand coup, je est-ce que pense c'est que pas l'essence même du marketing et de la communication que de pousser à l'acte d'achat? je pense que ça a été pendant longtemps le but du marketing. Et d'ailleurs, je vais pas le cacher, il y a 2 ans, j'avais écrit une tribune. Les écoles de commerce ont-elles leur place dans une société écologique? Mais je pense qu'en fait, le marketing peut aussi servir peut se réinventer. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens, du coup, ont vécu dans une société où la publicité nous faisait comprendre que c'était par l'achat qu'on pouvait s'accomplir. Et je pense que le marketing peut jouer un rôle très positif si jamais vraiment il change de braquet et il commence à essayer de montrer qu'on peut, au contraire, s'épanouir à travers d'autres plantations du bonheur, à travers le fait de faire des activités associatives. Et ça, on voit que les entreprises commencent à le faire. Ça veut dire, elles laissent le vendredi, par exemple, libre à leurs employés en disant, bah voilà, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, t'investir dans des associations sociales, dans des associations sur l'écologie. Et ça, c'est évidemment, c'est pas quelque chose qui permet à l'entreprise de gagner encore plus d'argent, mais ça permet de rendre ses employés heureux, ça permet de construire voilà. Donc, non, mais après, c'est très compliqué comme changement de paradigme, mais je pense qu'en effet, le consumérisme, c'est quelque chose qui va mourir lentement, quoi. Voilà. Même si, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, la comptabilité multicapitale ou le renoncement, ça paraît complètement. Et même, il y a un mouvement qui est en train de se créer, dont j'ai pris connaissance il y a quelques mois, mais qui est hyper intéressant, qui s'appelle les fondations actionnaires. Et ça se développe dans une communauté qui s'appelle De facto. Je vous le mets dans le chat si vous voulez. Ouais, je regarde. De facto. Ah, merci pour la vidéo. Ouais. Et en gros, cette communauté, en fait, De facto, elle rassemble des fondations actionnaires. En fait, c'est des entreprises, et parfois des grosses, hein, dont une partie des actionnaires ont cédé leur part. Ils n'ont pas été payés pour ça, ils n'ont pas reçu d'argent, ils ont cédé leur part à des fondations qui sont dirigées par les parties prenantes. Et ces fondations ont des missions comme la biodiversité, etc. Et en fait, elles vont devenir une partie prenante de la gouvernance de l'entreprise au service d'une mission directement. Voilà. Alors après, bon, encore une fois, il y a eu une conférence qui a été faite à Bercy, au ministère de l'économie là-dessus. Et apparemment, quand on en a parlé au début, certains se sont dit, mais attendez, qui va vraiment lâcher ses parts, etc. Et finalement, il y a des actionnaires qui le font. Qui le font parce qu'ils pensent que ce sera plus pérenne pour leur entreprise d'avoir une gouvernance par les parties prenantes. Et tous ces modèles dont on parle, comptabilité multi-capital, gouvernance des parties prenantes, force du renoncement, arrêt de la croissance exponentielle, aujourd'hui, ça paraît être un peu fou, mais il y a des entreprises qui commencent à le pratiquer. Et très probablement, au fur et à mesure qu'on va arriver dans ce que je disais tout à l'heure, donc le manque de ressources, la crise sociale, etc., c'est clairement ce genre de modèles qui vont être les plus résilients. Voilà. Ouais, parce que moi, aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression que les entreprises qui le font un peu, on entend toujours parler des mêmes, tu vois. Patagonia, c'est quand même l'exemple qui est donné par tout le monde, et qu'en fait, ça sert plus de vitrine, et en fait, on n'a pas l'impression qu'il y a un vrai. J'arrive pas à voir que le vrai mouvement de fond qu'il y a derrière tout ça, quoi. J'ai pas l'impression que les choses changent pour de vrai. Pour l'instant, ça ne change pas de manière systémique, c'est ce qu'on disait, donc il n'y a pas de réglementation très forte encore, etc. Mais ça commence à bouger chez des pionniers. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, c'est les pouvoirs publics qui vont s'en saisir directement, qui feront une réglementation bien plus dure. Déjà, la loi Pacte, c'est un début. Il y a le vrai rôle de la réglementation qui va pouvoir vraiment dynamiser tout le monde. Ah, pour moi, j'en suis persuadé. Je sais que Ouais. certains se disent la RSE, c'est l'entreprise qui dit que de manière volontaire, elle peut s'occuper des questions. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est l'État qui va juste réglementer de manière très dure. Et pour les entreprises, il faut d'autant mieux, voilà, dès maintenant, s'y mettre. Ok. Il nous reste 15 petites minutes. Je crois que tu voulais parler un petit peu du technosolutionnisme et du métaverse aussi. Ah oui, oui, moi, ça c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et qui interpelle beaucoup aussi mon association Alter Capitae. C'est qu'en fait, on a vu que à la suite du Covid, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits. C'est toujours un peu la même chose. C'était, oui, alors il y a deux grandes tendances qui ressortent de la crise du Covid. C'est la transition écologique qui s'impose vraiment et c'est la transition numérique. Et finalement, il y a l'idée que ces deux transitions iraient finalement de pair, etc.
Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est fondamentalement dangereux à penser à cause de ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Donc, le technosolutionnisme, c'est l'idée finalement que la technologie pourrait améliorer tous les aspects de notre vie. Alors là, je pense par exemple aux pubs Google sur les objets connectés, ce genre de choses. Je sais pas, moi, les frigos connectés qui vont détecter un manque de compote, qui vont contacter un drone qui va te filer la compote. Bon. Et ça, c'est quelque chose, je vois, qui passionne énormément les entreprises. Alors, le dernier exemple, c'est le métavers. Hein. Le métavers, quand même, c'est un truc qui a été poussé par Mark Zuckerberg. Et il a présenté ça comment? Il n'a pas présenté ça comme un truc écolo ou social. Hein. Il a dit c'est un nouveau marché de centaines de milliards de dollars. Il a dit ça aux investisseurs. Il a déposé des brevets pour faire en sorte que quand vous regarderez les publicités avec votre casque, ils auront le droit de regarder quel est votre regard quand vous regardez la publicité. Est-ce que vous regardez ou pas la publicité pour les cibler encore plus. Et donc ça, c'est des espaces super consuméristes qui servent à vendre encore plus de superflu, comme on disait. Et je pense que c'est très très dangereux de se dire à chaque fois qu'il y a du progrès, une nouvelle technologie, le métavers, le ci, le ça, il faut foncer parce que c'est bien pour le futur. Je pense que c'est pas. Alors, pour le métaverse, on voit clairement que, enfin, on voit qu'il y a une déconnexion avec le réel. En revanche, si on regarde le bouquin de Bill Gates, il parle quand même beaucoup de solutions techniques de captation du carbone, etc. Et ça, du coup, c'est quand même utiliser la technologie pour essayer d'aller vers du mieux. T'en penses quoi? Oui, alors en effet, ça c'est un truc dans le dernier rapport du GIEC, il y a deux choses qui sont mises en avant comme grand levier. Tu as la sobriété, décroissance, moins consommer, tout ça, et tu as en effet la captation carbone. Bon, bah, l'idée de la captation carbone, pour moi, c'est, bon, déjà, ce qu'on sait, c'est que les technologies sont pas assez matures du tout. Ça veut dire, on peut regarder les chiffres, mais on peut capter à peine 1% du carbone qu'on émet. Et encore, pour produire les machines qui captent le carbone, on va repolluer pour produire les carbone. Donc, pour moi, cette idée de captation carbone, ça se développe un peu, mais pour moi, c'est dans l'idée de croissance verte pure, de l'idée qu'on va pouvoir. Donc moi, non, moi, j'avoue que j'y crois pas trop à ça. D'accord. Pour moi, c'est assez technosolutionniste et on remet pas du tout en cause le modèle consumériste. Juste, on va produire d'autres choses pour capter le carbone. Après, certains y croient. C'est encore cité dans le rapport du GIEC, donc bon, pourquoi pas. Hein. Mais pour moi, c'est pas du tout une remise en cause fondamentale de l'activité d'entreprise et ce sera pas durable. Okay. Du coup, petite question là, parmi nos participants, est-ce que il y a des pros solutions techniques ou des contres? Là, est-ce que vous, si vous avez un avis, en tout cas, n'hésitez pas à nous le partager, comme ça, ça nous fera une petite idée. Oui, c'est un débat qui mobilise beaucoup les foules. Alors, sans parler du métaverse, hein, ça, on parle plutôt des solutions type captation du carbone et autres solutions. Donc, il y a Rachida qui écrit. Est-ce que, Gabriel, toi, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet-là, ou bien on se fait Non, 10 minutes de je sais que questions et un petit récap? ouais, je pense qu'on peut faire des questions. Juste dernière chose, c'est encore une fois, faut pas rejeter en tout le progrès. C'est-à-dire qu'il y a des progrès dans la médecine, par exemple, la télémédecine, même tout ce qui est Zoom, etc. Donc il y a pas mal de solutions techniques qui sont très très bien d'un point de vue écologique et social. Et ce que je dis, c'est se poser la question à chaque fois de est-ce que vraiment ça a un intérêt écologique et social d'investir dans ces technologies? Voilà. Il faut se poser la question à chaque fois. C'est pas parce que c'est la technologie que c'est forcément. Ouais, bah, du coup, c'est un peu ce que disent Aude Ah et voilà, Rachid, c'est ça. en fait. Ouais, c'est qu'il faut un peu de tout, essayer d'innover, et je partage cette idée, hein. Il faut essayer d'innover et de trouver des solutions pour nous améliorer et progresser et trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Il n'empêche qu'on ne pourra pas faire face sans être un peu plus sobre et frugal dans nos comportements. Voilà, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'embête un peu parce qu'en fait, vous voyez un peu les discours, par exemple, de Macron, etc., qui va dire oui, alors, parce que parfois, il y a vraiment un discours où quand tu dis que tu es contre l'innovation technologique, on va te traiter d'amiche, ou tu vas avoir un article dans Les Échos qui explique bon, les Français, ils sont un petit peu en Qui? retard, mais ils vont s'y mettre parce que c'est le progrès. Bon, moi, voilà, je réfute cette idée que c'est forcément le progrès. Je pense qu'il faut à chaque fois regarder, comme vous dites, Aude et Rachida, regarder un peu au cas par cas. Est-ce que vraiment c'est utile socialement, écologiquement? Dans ce cas-là, ça vaut le coup. Mais pas de se dire c'est du progrès technologique, donc on prend, et puis voilà. Et beaucoup de gens font ça, malheureusement. Ok. Est-ce que ça te va, Gabriel, de reprendre rapidement, de faire une conclusion avec tes points, tes 5 points, si tu veux, je te remets sur Oui, le point.
pour rappeler, moi, je veux bien que tu redises juste un petit mot sur, je sais plus ce que c'était, c'est non, systémique. La RSE systémique, ouais, ouais. La RSE systémique, ouais, c'est ce que je pense ça, je suis pas sûre d'avoir très bien compris. Ok. Alors, donc, oui, je disais, c'est l'idée que la RSE a beaucoup évolué depuis les années 80-90. Au début, c'était purement un enjeu de communication qui arrivait en aval, donc après la mise en place des politiques d'activité de l'entreprise, et qui servait à présenter une sorte de vitrine durable à l'entreprise, qui montrait que l'entreprise était sensible à ces enjeux. Et de plus on avance, et plus les entreprises vont mettre la RSE dans la stratégie globale de l'entreprise. Et là, la RSE va devenir ce que j'appelle systémique. Ça veut dire qu'elle va influer tout le système de manière transversale. Et comme ce sera dans la stratégie globale de l'entreprise, toutes les directions, direction financière, direction des achats, direction du marketing, toutes les directions vont être influées par cette stratégie systémique, pardon, RSE systémique. Ça va se diffuser dans tous les départements d'entreprise, dans toutes les branches de l'entreprise. Voilà, pour pouvoir une entreprise qui, en fait, dans chaque action, se pose pas ces questions de RSE, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore une RSE systémique. Et encore une fois, pour qu'elle soit vraiment systémique, il faut que les parties prenantes aient leur mot à dire. Et on ne peut pas réfléchir à 4 dans l'entreprise, à ce que c'est à chaque fois. Il faut que les gens pertinents, donc je sais pas, moi, je sais rien, moi, pour par exemple tout ce qui est nouvelle construction, il faut que des ingénieurs, écolos, etc. soient là pour dire ce qu'ils en pensent. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée de RSE systémique. Ok, d'accord, c'est plus clair. Très bien. Du coup, ouais. tu nous fais une petite conclusion sur tes différents points et on prend les dernières questions? Ouais. Alors pour faire les différents points, donc on l'a dit, la RSE elle a progressé et je pense que quasiment plus personne maintenant la considère que comme de la com pour arriver à un enjeu stratégique dans l'entreprise. Et si on travaille cet enjeu dans le meilleur des cas, ça devient une RSE systémique. Une fois qu'on a ça, ça nous invite à repenser le rôle des parties prenantes, qui doivent déjà nous permettre d'être associés dans notre politique RSE pour qu'elle soit systémique, qui ont leur mot à dire, qui peuvent être même associés, si on veut aller encore plus loin, à la conception du produit, ce qui permet une confiance avec le consommateur, ce qui permet une transparence. Ensuite, après cette RSE systémique, si on va encore plus loin, il y a la compta multicapitale, je dirais qu'il y a un peu l'aboutissement de la RSE systémique. Donc là, avec une compta multicapitale, on peut plus tricher. Ça veut dire qu'à chaque projet qu'on fait, on sait combien il rapporte d'argent, comme d'habitude, mais on sait surtout combien il coûte écologiquement et combien il coûte socialement. Et en comparant ces différents indicateurs-là, on va pouvoir voir si finalement ce projet, ça vaut vraiment le coup de le faire ou pas. S'il est super rentable mais qu'il détruit un lac et qu'il appauvrit les populations autour, il ne faut pas le faire. Voilà. Et donc ça permet un peu de manière mathématique d'exprimer ça. Ça, c'est la compta multicapitale que Hervé vous expliquera très bien. Et là, si vous allez encore plus loin, et donc c'est le 4, mais là, bon, ça commence à arriver, hein, mais c'est l'idée finalement qu'une entreprise ne peut plus être en croissance éternelle, qu'il faut plutôt qu'elle cherche quelle est finalement sa taille idéale, et qui finalement elle obtienne une stabilité et une pérennité. Et ça, j'ai appelé ça la force du renoncement parce que c'est pas facile, en tout cas, c'est pas du tout un réflexe qu'on a aujourd'hui, de se dire quand on a des nouvelles opportunités, quand on a des opportunités de croissance, de se dire bah non, je vais pas croître parce que là, ça irait contre ma mission de base, qui était, moi j'en sais rien, de faire en sorte que les gens de l'Ouest-Bretagne aient accès à tel service. Voilà. D'accord, très clair. Bah, merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que vous avez des questions à poser à Gabriel? Je vais... Hop. Tiens. Mince. Ah, y arrive. Alors, dans quelques temps. Ouais. Faut qu'on tape. Bon, le temps que vous préparez vos questions, ça me permet de vous dire que... Hop, pardon, je remonte. Pour nos prochains rendez-vous, donc il y a Gabriel qui est passé aujourd'hui pour nous parler donc, des 5 points pour éviter le greenwashing. On aura demain 2 associations qui sont Reboot et Road to Impact pour parler des fonds d'investissement, donc VC Impact versus VC classique. Et ensuite, 3 autres événements. Donc, une présentation
de l'école Indigo, c'est la semaine prochaine. On a Hervé mardi, dont on a beaucoup parlé lors de cet Indie Club sur le pilotage durable de l'entreprise et donc la comptabilité CARE. Et enfin, Aude, qui est donc parmi nous aujourd'hui, qui pourra parler de la collaboration entre direction financière et direction RSE. Voilà. Et donc, du coup, je reviens à la bon programme en perspective. Et Rachida, ouais, bah, super question, hyper intéressant. Donc en effet, dimanche, il y a une tribune qui est parue dans le journal du dimanche, signée par les patrons des grosses boîtes énergétiques françaises, qui appelle à la sobriété citoyenne. Bon, moi d'un côté, entre guillemets, je suis content parce que je me dis, bon, bah, on commence à se rendre compte qu'on a des ressources limitées, etc., qu'on va devoir moins consommer. Ce que j'aime pas par contre, c'est le côté un peu hypocrite de cette déclaration, dans le sens où dans le même temps, Total est en train de construire un oléoduc hyper polluant en Afrique, et surtout en fait, que comme d'habitude, ça c'est un énorme, j'en ai pas parlé d'ailleurs, j'aurais peut-être dû en parler, mais c'est un énorme problème de la RSE, c'est que c'est la responsabilisation du consommateur. C'est de dire au consommateur, qui d'ailleurs le pauvre est souvent est abreuvé de publicité toute la journée, de lui dire ouais c'est toi, il faut que toi tu changes ton comportement, que tu consommes moins, et toi si tu changes ton comportement, alors nous, les entreprises, on va s'adapter. Ça pour moi c'est très très pervers comme idée. Ça fait culpabiliser les gens qui en fait essayent au jour le jour de toujours de mieux se comporter, de moins polluer, de faire bien le tri, de faire bien ça. Sauf que, et je dis pas ça pour déprimer les gens, mais Carbone 4, qui est le cabinet de Jean Covici, ils ont fait une étude là-dessus et ils se sont rendus compte que si tous les Français, en gros, avaient un comportement parfait d'un point de vue écologique, ils faisaient tout bien, tout bien, tout bien. Même si tous les Français faisaient ça, ça réduirait que de 25% notre empreinte carbone. Les 74 autres c'est de l'activité industrielle. Et donc, c'est là où, voilà, donc l'appel à la sobriété, moi, je le salue parce que je me dis, c'est bien, ça montre aux gens qu'il faut commencer à aller vers moins de consommation et que l'énergie, elle n'est pas éternelle, etc. Par contre, encore une fois, c'est de la responsabilisation, de la culpabilisation du consommateur qui serait responsable finalement du réchauffement climatique, etc. Alors que c'est avant tout au niveau des organisations que ça se joue. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez sinon des questions sur nos prochains événements? Non? Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir terminer pile à l'heure. Et je vous remercie parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, c'était notre premier webinaire, tant à Gabriel qu'à moi. Et du coup, c'était pas évident au début pour les questions techniques, tout ça, mais je vous remercie. Vous avez été un super participant qui ont posé plein de questions, donc très très chouette. Et du coup, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez suivre Gabriel sur LinkedIn, je pense, Gabriel. Ouais, je lis surtout celui-là, parce que sur Twitter, les gens, ils sont un peu trop agressifs. Alors sur LinkedIn, au moins, bon, on peut discuter. Voilà. Et nous, pour l'école Indigo, vous pouvez, le mieux, c'est de s'abonner soit à notre groupe Meetup, soit à notre page LinkedIn entreprise, donc Indigo. Comme ça, vous pourrez être au courant de tous nos événements.